Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale, un club Mounégou, et celui-ci a une saveur toute particulière puisque vous le savez bien, Monaco a été au cœur de cette semaine pour différentes raisons et on va dire quelque chose qui arrive très peu souvent, en tout cas ces derniers temps, puisque vous le savez, on a eu un changement de coach. Jardim a été licencié et bien évidemment, il a été remplacé au pied levé par Thierry Henry. Et donc cette émission est consacrée, on va dire, à ce changement de coach. Et pour cette émission, nous sommes en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut Adrien. Sans oublier Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Voilà, donc ensemble, on va dérouler le fil. On a un petit programme sympa qu'on vous a concocté. Donc ensemble, on va revenir sur tout simplement le parcours de Jardim, en faisant un petit rappel sur son arrivée et refaire tout un bilan finalement de son passage à l'ASM, quelle empreinte il a laissé dans ce club. On sera en compagnie de Mathieu Faure, journaliste que vous connaissez bien, qui officie du coup du côté de la principauté de Nice Matin, puisqu'il est rédacteur et il suit le club depuis 2013. Donc on pourra avoir vraiment un œil, on va dire, de l'intérieur. Il pourra nous donner plus d'indices très certainement. Et puis ensuite, on parlera bien évidemment du nouveau coach, un ancien de la maison, un pur produit de la formation, puisqu'il s'agit de Thierry Henry. Voilà les gars, vous vous sentez prêts ? Oui. Ah oui. Pour une fois en plus, c'est pas une émission des primes. C'est bien. Oui, ça change. Ça change. C'est clair. Puis c'est une trêve. Normalement, les trêves internationales sont, on va dire, très très plates. Il se passe pas grand-chose. On s'ennuie. On attend impatiemment le prochain match. Celle-ci a été mouvementée, messieurs. Et bon, c'est vrai. Heureusement, la NBA a repris, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du changement de coach. Et c'est vrai que ça, bizarrement à Monaco, les joueurs arrivent et repartent. Voilà, ça se vend comme des petits pains. Là, en tout cas, pour le coach, pour Monsieur Jardim, ça a duré bien plus longtemps, Patrice. Ah oui, c'était une très longue période qui est assez inhabituelle dans le football moderne. Parce qu'on a plus l'habitude d'avoir des cycles de 2-3 ans pour les entraîneurs. Et là, il était quand même parti sur une 5e saison consécutive. Donc oui, c'est une très très longue période pour un entraîneur. Et surtout pour nous, Monaco, où on a enchaîné les entraîneurs depuis pas mal d'années ces temps-ci. Ouais, c'est clair. Si on peut rappeler vite fait son parcours, alors il remplace Ranieri après une honnête saison, on va pas se mentir, on finit deuxième. Oui, bien évidemment. On termine second du championnat avec le meilleur total de points à l'époque, puisqu'entre temps, du coup, il a été battu. Et on passe quand même d'un mec qui est reconnu sur la scène continentale à Monsieur Leonardo Jardim. Nous, en tout cas, français, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il sortait d'une période à l'Olympiakos, notamment, il avait coaché l'Olympiakos. C'est vrai que c'était un peu un kidam et on ne savait pas du tout à quoi s'en tenir. Il arrive du Sporting, non ? Du Sporting, oui. Il avait entraîné le Sporting, il a fait l'Olympiakos. Et donc, il succède à Mister Ranieri, puisqu'il s'inscrit mieux dans le projet, en tout cas dans le tournant amorcé par les dirigeants. Fini l'achat de grandes stars, des Falcao, des Rames, à prix d'or, puisque le fair play financier traîne. Et donc, sur ce revirement de situation, voilà, Jardim est apparemment l'homme parfait pour incarner ce nouveau virage dans le projet. Messieurs, la nouvelle est tombée, du coup, l'officialisation est tombée le jeudi 11 octobre. C'était fait déjà le mercredi, mais il y avait le rendez-vous pour entériner tout ça. Je vais vous demander tout d'abord, vous, votre sentiment. Est-ce que c'est plus de la tristesse, du soulagement qui prédomine, Romain ? Dire que je suis content, ce serait trop. Dire que je suis déçu également, donc je dirais plus dans le soulagement. Voilà. Et pour toi, Patrice ? Premièrement, ça a été un peu une surprise, parce que je ne m'attendais pas qu'il soit licencié là tout de suite, comme on l'avait évoqué lors du dernier match, du débrief. Je m'attendais plus qu'il soit licencié si les résultats ne s'amélioraient pas à la prochaine trêve internationale. Donc, je ne m'attendais pas que ce soit là immédiat. Après, concernant ce licenciement, je suis assez mitigé. D'un côté, je suis un peu triste qu'on perd quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui
et qui était assez idéal dans la stratégie du club. Et après, je suis content parce que du coup, il y a un renouveau, il y a un nouvel élan qui est donné au club. On sent vraiment un nouvel engouement et ça, c'est assez positif. Ouais, c'est vrai, la couverture, mais on sent effectivement qu'on fait presque table rase de ce début de saison et on a l'impression que la saison démarre maintenant. Moi, pour répondre à cette question, je suis un peu comme toi, Patrice, j'étais surpris. Je m'attendais pas spécialement à une éviction immédiate. Je m'attendais peut-être qu'on allait au moins laisser la demi-saison, au moins la mi-saison, pour voir ce qu'il en était, s'il arrivait justement à remobiliser un peu tout le monde. Après, on va pas se mentir, on voyait bien que lui était à court d'idées, à bout de souffle presque, il a tout tenté. Des changements tactiques, il a même mis une défense à 5 sur la dernière rencontre. Alors certes, il y a eu des éléments défavorables, à savoir beaucoup de blessures. Mais au-delà de ça, on n'a pas réellement senti un groupe qui faisait bloc, corps et âme pour son coach en tout cas. Et même le coach, on pourra parler effectivement si c'était peut-être une année de trop, s'il y avait de la lassitude. En tout cas, je pense qu'au bout de 5 saisons à Monaco, oui, je pense qu'on s'enferme un petit peu là-dedans, sachant qu'il a eu énormément de succès. Patrice, si on peut revoir un petit peu son palmarès en vitesse comme ça. Le palmarès, il s'arrête assez rapidement parce que du coup, il a qu'un titre. Il a le titre de champion de France. On s'arrête que à ça. Mais quel titre? On n'est pas belge, mais on a quand même une demi-finale de C1, on a des trucs sympas. Mais c'est pas des titres. Ouais, mais pour moi, c'est une ligne dans le palmarès. On va dire c'est fait d'armes alors. Pourtant, je suis pas belge. Ouais, voilà, exactement. Non, ce titre achète tout, de toute façon. On l'oubliera jamais, je pense. Ici, donc, on l'a attendu longtemps. Après, oui, il y a aussi, bien sûr, la demi-finale de Ligue des Champions, perdue contre la Juventus. Et 2 ans plus tôt, le quart de finale de Ligue des Champions, perdu contre la Juventus. Ouais, pour sa première saison à l'ASM, c'est vrai. Si je dois vous demander un événement marquant ou une tendance finalement qui vous a plu, en tout cas sous le commandement de Jardim, qu'est-ce que vous retenez? S'il y avait une chose à retenir en positif, et ensuite je vous demanderai la même chose, mais sur le plan négatif. Le quart le 8e contre Arsenal, surtout le match à Londres. C'est ça ce que tu retiens réellement de cette période? C'est son premier fait d'armes, c'est son premier réel coup. Je parle pas des hold-up face à Leverkusen en phase de poule par exemple. Mais quand tu te rappelles l'équipe alignée à l'Emirates, je veux dire, on devait jouer avec la cote. Du voilà Sabdenour, Almami Touré chez Gilet derrière. La cote était 1 million contre 1 presque. Et de mettre un 3-0 presque net et sans bavure. Il y a 2-0, 2-1 puis 3-1 du coup avec Carrasco. Oui, à l'Emirates. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est vraiment net et sans bavure. Et tu t'y attends jamais. Alors qu'en l'année où on fait demi, l'équipe est tellement énorme. Tu te dis, on va pouvoir le faire. Là, tu te dis, c'est mort. Je vois ce que tu veux dire. On est vraiment le kidam lors de la première année, alors qu'il y avait une telle confiance qui se dégageait lors de l'année du titre qu'on était un peu plus serein, effectivement. Oui, je vois ce que tu veux dire. De ton côté, Patrice? Moi, ce que je retiendrai surtout de Jardim, c'est le football champagne qu'il nous a offert l'année du titre. Quoi. C'est magnifique. Non, mais les matchs étaient super bavoirs. Quoi. Genre, au bout d'un quart d'heure, les matchs étaient emballés. On savait déjà qu'on allait gagner. Les moindres occasions, ça se transformait en but. On gagnait la majorité de nos matchs avec plus de 3 buts d'écart. C'est rare de voir ça, surtout pour nous, supporters monégasques. On a eu très très beaux titres avec du très très beau football. Mais là, franchement, je pense que je m'en rappellerai vraiment très très longtemps de cette saison-là. Et le mieux que j'ai pu voir, pour moi, c'est la première mi-temps contre City, le match retour. Tu me fais plaisir. Pour moi, c'était vraiment le summum, quoi. Surtout quand on sait qui c'est qui est en face. Minutes. Ouais, bien sûr. S'il y a 45 minutes à revoir, c'est celle-ci. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé l'année dernière en Ligue des Champions, le Liverpool City. La même chose, où c'est à Anfield. Et je crois que Liverpool finit avec 4-0 du coup. Mais en première mi-temps, même sur
60 minutes, Klopp a complètement désamorcé Guardiola et sa troupe. Ça m'a fait penser un peu à ça. Ouais. Et puis, c'est la première fois que je voyais finalement une équipe de Guardiola à la rue qui touchait pas un ballon. Ils n'ont pas eu une frappe pratiquement. On les a écrasés sur 45 minutes. C'était vraiment violent. C'est ce que je retiens effectivement, moi, c'est ces 45 premières minutes. L'année du titre, tu en as parlé. Moi, rien que d'y repenser, j'ai des étoiles plein les yeux, forcément. Et toi, Romain, tu parlais justement du coup face à Arsenal. Et du coup, moi, je vous pose une question. Jardim, c'est plus quoi? Un entraîneur de coup, finalement, plutôt qu'un entraîneur sûr de sa philosophie, de sa force, même si on a bien vu que l'année du titre, tout enfin, ça roulait tout seul, quoi. Il mettait son équipe et c'était plié. Donc, où on le place finalement? Moi, je pense que c'est davantage un homme de coup. Parce que quand on parlera du point négatif, quand tu entendras le mien, tu comprendras vraiment pourquoi. Mais moi, je pense que c'est vraiment un homme de coup. Voilà. Patrice, pareil. Non, je sais pas. Non, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un homme de coup, parce que du coup, on regarde sur toutes les saisons qu'il a fait, il a toujours eu des résultats très très similaires, quoi. Il a toujours maintenu en haut du classement. Après, peut-être qu'en Coupe d'Europe, oui, il avait plus réussi des coups qu'autre chose, mais je trouve qu'il a été vraiment très constant. Il a toujours su s'adapter avec les effectifs qu'il avait et pas jouer forcément les mêmes systèmes. Donc non, je pense plus que c'est un entraîneur qui s'adapte qu'un entraîneur de coup. Cette vision est peut-être tronquée effectivement parce qu'en Europe, on a vraiment un statut d'outsider. Donc effectivement, on s'attend plus, on part pas favori. Donc on s'attend plus à faire un coup. Après, en Ligue 1, quand même, on a réussi à casser l'hégémonie parisienne et rien que pour ça, quand même, ça mérite toutes les louanges pour coach Jardim. Du coup, pour ce qui est, on va passer à l'aspect négatif désormais. Vraiment une tendance, quelque chose qui selon vous est à améliorer pour lui si jamais il nous écoute. Moi, ça va faire débat, c'est le fait qu'il ait besoin d'avoir un coup de pression de Jardim pour changer son fusil d'épaule, ou ses lunettes, Un ou coup ses, de, ou un ses coup de verres. pression de Vadim, tu voulais dire? Vadim, ouais. Ouais, Vadim, pardon, justement. L'été 2016-2017. Ouais. Donc, pour moi, c'est le point noir. Tu étais obligé d'avoir un coup de pression de ton supérieur hiérarchique pour changer ton fusil d'épaule et enfin que ça marche et te rendre compte que c'est comme ça que ça va marcher. Pour moi, c'est un point noir parce que sans le coup de pression, on repartait en 4-3-3 soporifique et nauséabond dont on avait le droit et dont on était servi depuis quelques temps. Et je pense pas qu'on aurait fait la saison qu'on a fait. Alors et pour moi, en tout cas, ce n'est pas une légende urbaine, ce fameux coup de pression. Patrice, de ton côté? Ouais. Non, moi, le point noir que je retiendrai, c'est surtout la campagne d'Europa League qu'il a fait. C'était vraiment, les matchs étaient vraiment horribles à regarder quand même. On n'avait pas des adversaires qui étaient si forts que ça au-delà de Tottenham. Et on n'a vraiment rien produit, alors que cette année-là, même si dans le jeu ça a été compliqué, on a quand même réussi à faire un beau parcours en Ligue 1. Et je pense qu'en Coupe d'Europe, il y avait moyen quand même d'assurer le minimum et de finir dans les deux premiers de cette poule et pas d'avoir des matchs aussi horribles. On n'a pas fini quatrième d'ailleurs. Oui, Si, il me semble bien qu'on je a crois même qu'il y a fini dernier quatrième. de poule. Derrière Karabag? Ouais. Ouais. Je suis pas certain. J'ai l'impression On gagne vraiment que la Karabag, on fait compétition match avait été nul. lâchée. On a au moins 5 points. Je pense pas qu'on termine dernier. Peut-être pas dernier alors. On termine troisième. Je reviens là-dessus sur ce que tu disais, ce coup de pression. Alors certes, oui, on lui a dit faudrait jouer à deux, mais enfin c'est un coup de pression assumé. On l'a mis dans les conditions parfaites. Ensuite, on lui fait revenir Falcao, on fait revenir Germain qu'on a relancé chez le voisin niçois, donc qui arrive en forme. On sait à quoi on s'attend, un bon joueur de Ligue 1. On remet Falcao et on le met dans parfaites conditions. Je me répète, il y a un recrutement et il y a une certaine stabilité. On préserve l'effectif, on garde une certaine dynamique. En même temps, on venait de faire une saison tellement nulle, personne ne voulait de tes joueurs. Donc, Falcao, personne n'en voulait. Faut pas se voiler la face quand il revient. Donc, Ça vient pas de nous, ça, par contre. Oui, non, c'est un mort-vivant. non. Oui, ça vient pas de Oui, nous. mais, Ouais. mais je veux dire, enfin, c'est. Enfin, on lui a donné les cartes, mais c'est aussi tout un concours de circonstances qui fait que ça se pose de cette manière. Voilà, veut dire Falcao qui revient parce que c'était un fantôme. Germain, en veux-tu, en voilà, oui, non, non, oui. Vadim, bon, si, garde-le. Bon, d'accord, ok. Parce qu'il en voulait pas spécialement. Bon, il n'y a pas non plus. Enfin, c'est pas non plus dingue. Hein. Hmm.
Et du coup, pour vous, cette solution finale, à savoir son éviction, son licenciement, je le rappelle, c'est une résiliation presque à l'amiable, puisque Leonardo Jardim récupère un chèque de 8 millions d'euros pour l'ex-néo Alex Ferguson de la principauté. C'était Vassiliev qui voulait faire de lui le Alex Ferguson. On rappelle vite fait le contexte quand même, une victoire sur 12 matchs, toutes compétitions confondues. On s'est enfoncé vraiment dans une lente agonie où, je le disais, plus d'idées, à bout de souffle, à court d'idées. On le sentait plus maître, et pourtant les dirigeants maintenaient cette confiance, ont eu du mal finalement à prendre cette décision. Cette confiance était toujours témoignée le 28 septembre lors d'un Saint-Étienne-Monaco. Tu t'en souviens parfaitement, Patrice, contrairement à d'autres. Mais voilà, il avait toujours la confiance. Puis il y a eu Dortmund, et là on s'est posé la question et on s'est dit on va laisser un dernier coup de chance avec Rennes. Et cette défaite contre finalement une équipe presque tout aussi malade que nous, qui venait de faire 10 000 km presque, qui avait joué en Europa League jeudi. Et puis surtout dans le jeu, c'était presque insipide. Là, ils ont décidé d'activer le levier, finalement le plus simple maintenant dans le foot moderne, c'est-à-dire dégager l'entraîneur pour apporter une nouvelle dynamique. Là, pour vous, est-ce que c'était Oui, c'est pas les dirigeants qui vont se barrer, surtout pas maintenant, je pense. Ni les joueurs. Il y en a qui voulaient se barrer. On ne peut pas les remplacer. Donc. On va en parler avec Mathieu Fall, qui ne devrait pas tarder à arriver. Du coup, si on doit reprendre tout ça, donc voilà, forcément, tout le monde a ce titre en tête, cette épopée en Ligue des Champions en 2016-2017, sans oublier aussi ce beau parcours lors de la saison 2014-2015. Il y a eu des flops, il y a eu des grosses années. Le 7-1, moi j'en veux à Jardim, le fameux 7-1 au Parc, où Paris est dans des conditions optimales, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils peuvent fêter le titre, l'acquisition du titre. Il y a eu ça, il y a eu quand même pas mal de différents. Et le 6-1 à Lyon. Quand même. 6-1 à Lyon, c'est vrai qu'il y a le 4-1 Leipzig quand même, qui est un néophyte, qui a aucune référence sur la scène européenne. On se fait quand même tarter. Ouais, il y a de belles déculottées. Alors certes, la saison du titre, c'est nous qui affligeons tartine sur tartine. Mais Jardim, quand même, on a pris quelques-unes. Le nombre de matchs qu'il a fait, c'est aussi normal. Ouais, d'ailleurs, si on peut le placer, voilà, il est sur le podium des Patrice. Sur le podium des coachs qui ont le plus entraîné, sur le banc, qui ont gouverné l'AS Monaco. Sur la globalité des matchs, donc toutes compétitions confondues, du coup Wenger est toujours premier, du coup avec 349 matchs. Le Duc est deuxième avec 345 et donc Jardim se hisse à la troisième place avec 233 devant Didier Deschamps avec 208. Il a dépassé il y a quelques temps. Ça en avait parlé dans les médias. Exact. On avait fait un club Moulegou d'ailleurs aussi sur justement cet aspect histoire. On parlait justement de ces différentes époques. Je vous invite à le revoir si jamais vous l'avez loupé. À noter du coup qu'il est l'entraîneur monégasque a fait le plus de matchs de Ligue des Champions, mais pas de Coupe d'Europe puisqu'il a égalité avec Wenger. Ils ont fait tous les deux 44 matchs de Coupe d'Europe. Il en manque un. Dommage. Et du coup, en Ligue 1, il est que le 4e entraîneur, parce que du coup, Banid est devant lui pour quelques matchs aussi. Banid, bien sûr, parle du père. Oui, père. Oui. Bien sûr. Gérard. Je pense que c'est le moment pour nous maintenant d'accueillir notre invité. On va continuer un petit peu de parler de Jardim avec personne qui l'a suivi, on va dire, d'un peu plus près. Donc du coup, on peut lancer l'appel téléphonique vers Mathieu Faure, du coup, qui travaille, comme vous le savez, à Nice Matin. Allô. Salut Mathieu. Salut. Tu nous entends bien? Très bien. Bonsoir Mathieu. Ok, parfait. Nous aussi. Bonsoir. Donc Salut. je suis avec Patrice et Romain de l'équipe Radio Diagonale et on est très heureux que tu répondes favorablement à notre invitation. C'est ta deuxième apparition chez nous. Ouais. Tu étais venu la première fois pour faire un bilan de la saison. Bon, là cette fois-ci, on se retrouve pour une occasion, je disais,
qui sort un petit peu du commun, parce que quand même, Jardim, c'est presque 5 saisons. Finalement, il a entamé sa 5e saison dans un club où je disais les joueurs partent comme des petits pains, où la stabilité est souvent décriée. Lui, en tout cas, incarnait bien ce projet et était, on va dire, le pilier de ce projet. Donc, ta venue, on est très heureux que tu sois là. Et on aimerait voir avec toi, du coup, toi qui suis, on va dire, de plus près, hein, qui a été au quotidien. Je l'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Tu suis le club depuis 2013. Ouais. Je voulais te demander, tout d'abord, je vais poser cette question à Patrice et Romain, s'il y avait un top, quelque chose de vraiment que tu voulais ressortir de la part de Jardim qui t'a marqué, quelque chose d'insolite. On a évoqué le titre, là, si on pouvait éviter de reparler de tout ça. S'il y a un truc qui t'a marqué, que tu retiens avant tout de Jardim sur le côté positif et ensuite l'aspect négatif, s'il y avait quelque chose à mettre en avant. Bah, positif, ça va pas être atypique. C'est vraiment cette première période contre Manchester City au Louis II, parce que déjà, c'est le premier coach de l'histoire et c'est encore le seul actuel qui a éliminé Guardiola en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est pas rien. Et puis, il y a cette première mi-temps qui, je crois, est la plus belle jouée par Jardim avec Monaco, voire même la plus belle de Monaco depuis l'épopée de 2004. Moi, franchement, j'ai beaucoup de distance avec ce club et ce soir-là, franchement, j'ai pris mon pied parce qu'ils ont récité une partition mais parfaite, quoi. C'était vraiment impressionnant au stade. C'était vraiment, j'ai rarement vu une équipe de Guardiola se faire marcher dessus comme ça dans un match. Donc ça, c'était assez impressionnant et je pense que c'est au-delà du titre même parce que c'est qu'un 8e finale de Ligue des Champions, une mi-temps. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans son quinquennat quelque part. Pour moi, c'est là où il a été le plus haut. C'est ce soir-là, il y avait vraiment une équipe, 11 types ensemble, ils comprenaient tous ce deuxième but, je crois, où c'est le latéral gauche qui centre, c'est le latéral droit qui met un but dans la surface. Enfin, il y avait vraiment quelque chose ce soir-là de presque lunaire, quoi. Pour moi, c'est ça le plus beau souvenir que j'ai de Jardim. Ça tombe bien, on en a parlé justement de ces fameux 45 premières minutes. Donc toi, tu avais le privilège d'être au stade. On en a parlé effectivement. C'est vrai, je le disais même, j'avais rarement vu Guardiola se faire autant marcher dessus. Bon, je l'ai vu un an après, du coup, lors de Liverpool City, où Klopp l'a vraiment aussi complètement écrasé. Toi qui étais au stade, du coup, on se souvient de la déclaration de Mendy qui disait que c'était pas le stade Louis II, mais c'était le stade Louis IV. Tu l'as vraiment ressenti aussi, que c'était une soirée vraiment folle, exceptionnelle? Oui, après, c'est pas une surprise de dire que c'est un stade où il y a très peu d'ambiance, rarement. On s'entend souvent parler, on entend les joueurs. Nous, souvent, en tribune de presse, on fait les vieilles blagues pourries. T'as pas oublié de mettre ton portable sur vibreur pour pas faire chier les joueurs. Enfin, toi, ce genre de conneries. Mais c'est vrai que sur cette épopée européenne, il s'est passé un truc. Il y avait un stade qui vibrait, que ce soit après contre Dortmund, contre la Juve, il y avait vraiment une atmosphère particulière. Et ce soir-là, ouais, ça faisait beaucoup de bruit. C'était assez vivant. C'était vraiment une vraie putain de bonne soirée européenne. Moi, je fais ce métier pour vivre ce genre de match, comme le match aller, le match à Dortmund. C'était vraiment une superbe épopée européenne. Et ce match-là, il s'est passé un truc partout dans le stade où les gens, ils ont pris leur pied, quoi. Et ça s'est entendu, quoi. C'est comme un orgasme, quoi. C'était vraiment puissant et c'était vraiment une super soirée, quoi. D'accord. Et si on devait parler du coup des choses qui fâchent un peu, un truc que tu retiens? Ouais, fâche un peu, c'est difficile à dire parce que j'avais pas des relations non plus amicales avec lui. Ça restait un sujet de travail quelque part. Après, c'est sûr que c'est pas un mec qui est hyper chaleureux. Il avait la réputation un peu. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, d'être un peu radin, d'avoir des oursins dans les poches, d'être un peu comme ça. Un peu parano, beaucoup d'ego. Moi, j'ai toujours eu des bons rapports avec lui, très professionnels. Voilà, il savait qui on était, on savait qui c'était. On l'a jamais trop fait chier, on l'a jamais trop fait chier. Mais j'avais, par exemple, beaucoup plus d'affection pour Ranieri, alors que je l'ai côtoyé que 2 ans, que pour Jardim, où c'était vraiment purement professionnel. C'est pas quelqu'un qui donnait beaucoup de chance dans le sens où, bon, tu te disais pas, tiens, aujourd'hui, super, il y a une conf de presse de Jardim, on va se régaler, quoi. Ouais. C'est plutôt, c'est vraiment, c'est un super technicien, il bosse bien, il a plein de qualités, mais c'est pas un mec qui m'a fait,
voilà, il est parti, je vais pas le pleurer. Ranieri, j'étais vraiment pas triste, mais voilà, je l'aimais bien. Il était un peu malin, il était malicieux, il savait comment marchait la presse, c'était rigolo, t'avais des petits échanges. Avec Jardim, c'était vraiment boulot, et bon, ouais, je sais pas combien de confs de presse, d'interviews que j'ai fait de Jardim en 5 saisons, mais là, je suis content de voir aussi un nouveau discours, un nouvel élan, quelque chose, parce qu'au final, à la fin, tu savais exactement comment ça allait se passer. Et c'est vrai que la routine s'était installée là aussi. Donc, c'est quelqu'un qui était dans son monde. Ah. On a un petit souci technique là, du coup. Mathieu, on t'a perdu. On t'a perdu. Ouais. Alors, c'est vrai. Ça vient de chez lui. Hein. Bon. C'est ce qui souligne. Ouais, bien sûr. Ce qui souligne, c'est un peu ce qu'on. Je pense qu'on va y venir, mais des fois, c'est on va dire ce manque de charisme peut-être, cette lassitude, cette routine, hein, s'est transformée en lassitude. Et puis, les joueurs, je pense, l'ont ressenti. On a parlé de cassure, des fois avec des joueurs, avec certains joueurs, par exemple. On va attendre le retour de Mathieu. Oui, voilà, très bien. Bon, il y a un petit souci technique. Ouais, pas de souci. Je pense pas que ce soit Jardim, hein, parce que je sais pas s'il est très rancunier, mais je pense pas que ce soit lui qui soit derrière tout ça. Ouais, tu disais, voilà, finalement, ça faisait partie du jeu, la presse fait partie du paysage, rien de plus, quoi. Il n'y a pas eu vraiment plus de contact que ça. C'était pas un mec qui était très ouvert, ou du moins très bavard, ou qui vraiment t'apprenait des choses sur le foot ou sur la vie, plus que par exemple Ranieri qui pouvait, je pense, était beaucoup plus ouvert. Si on devait caractériser son style de management pour ce qui est de Jardim, quand tu le vois toi au quotidien, enfin lors des séances d'entraînement avec les joueurs, enfin ouais, c'est quoi son style de management? Bon, ce qui est drôle, c'est que à chaque fois qu'un entraîneur part, t'as souvent des bruits qui remontent, comme quoi, voilà, les joueurs se faisaient chier, il était dur, il disait pas bonjour, ça travaillait pas beaucoup le physique, alors que pendant 4 ans, ça a formidablement bien marché. Donc, je pense que c'est un mec qui préparait très bien ses matchs. C'est plutôt un mec de coupe dans le sens où il a pas de dogme de jeu, tu vois. En 4-5 ans, il a quand même testé beaucoup de choses. Il a terminé sur une défense à 3. Il a été champion 4-4-2. Après, il a fait du 4-2-3-1, 4-3-3. Il a été au parc avec 5 défenseurs. Il a gagné. C'est plutôt un mec qui était plus dans les coups. Il sentait des trucs, comme ça soit à l'Emirates. Voilà, il avait ce petit côté-là. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer les joueurs sur la durée, dans le sens où il optimisait au maximum ses joueurs. Je veux dire, quand tu penses que l'année où Monaco est champion, Mbappé, il joue qu'à partir de février, par exemple, dès qu'il y a des mecs blessés, il trouve toujours des solutions, il se plaint jamais. Ça, c'est une vraie force, ça, de jamais t'as plein de mecs, tu perds 2 titulaires, ils vont pleurer. Lui, tu peux lui enlever 15 mecs, il s'en fout, il te dira toujours, je suis payé, c'est mon boulot, et il trouvera des choses, il arrivera à trouver des jeunes. Donc c'est plutôt un mec habile, intelligent, c'est un mec super pragmatique. Et après, c'est sûr que l'année où ils sont champions, tu te régales parce qu'il y a 11 mecs qui sont bons dans le moment et qui jouent tous bien. Mais globalement, sur ces 5 saisons, on s'est un peu ennuyé et on était plutôt dans le style contre-attaque, coup de pied arrêté, et on défend bien. Quoi. Donc, c'est pas forcément lui, il adorait la transition rapide, être compact. C'est pas un mec qui a vraiment fait rêver. Je veux dire, le nombre de matchs de Ligue 1 à domicile où on s'est un peu ennuyé, c'est assez flagrant. Donc, c'est un mec qui, je verrais plutôt comme Deschamps, qui était là, qui avait des résultats pour lui, et le style, en gros, c'était si on peut avoir du style, c'est bien, si on n'en a pas, on s'en fout. L'important, et moi je le rejoins là-dessus, l'important c'est de gagner des matchs, quoi. Le mec qui fait 4 podiums de suite, tu lui enlèves 3-4 titulaires par an, il arrive à te faire 80 points, c'est admirable, quoi. Donc dans le management, tu es dans l'acceptation du groupe de dire aux gens, on a perdu tel mec, mais c'est toi qui vas le remplacer, et de révéler des joueurs, c'est quand même assez fort. Donc là-dessus, il est très bon. Finalement, la seule fois où il s'est plaint, c'est un peu lors de ce début de saison. Enfin, c'est pas vraiment se plaindre, mais il annonce que finalement, cette année, ça va être difficile de faire une bonne omelette. On se souvient de cette phrase. Est-ce que pour toi, c'est une véritable cassure,
aussi bien de la part des joueurs que même pour lui. Justement, où on le place, on parle de. Ce qui est bien avec lui, c'est un coup on parle de magicien parce qu'il fait en fait avec des joueurs qu'on lui enlève tout le temps, et puis en final il est jamais coupable puisque finalement c'est les dirigeants, c'est la politique. Où on le place, il est coupable, victime finalement de ce début de saison, ou pour toi c'est uniquement c'est au-dessus? Bah, déjà, il a toujours le meilleur rôle dans le sens où si ça marche, c'est grâce à lui parce qu'il y arrive. Si ça marche pas, bah, il n'y peut rien, on lui enlève tous ses joueurs. Donc finalement, Ouais. et puis en plus, il y a le contexte monégasque qui fait que tu n'as jamais de pression. Donc, il a quand même un confort de travail qui est énorme pour un mec qui perd des titulaires tous les ans. Parce que bon, voilà. Et puis après, il faut relativiser. Tu perds les titulaires, mais bon, le dernier match contre Rennes, tu fais rentrer quand même Jovetic, Chadli, t'as Ronny Lopez qui est pas là. Il y a combien de joueurs d'équipes en Ligue 1 qui peuvent se permettre de commencer un match de Ligue 1 classique et avec 9 internationaux et t'en faire rentrer 2, il a quand même un effectif bien meilleur qu'une 18e place. Donc ça, même quand tu perds des joueurs, tu as toujours un bon groupe. Après, c'est quelqu'un qui avait quand même du mal à c'est un projet particulier, Monaco, parce que entre le moment où il a signé et le moment où il est arrivé sa première saison, c'est pas le même projet, donc déjà ça change. Au bout de 2 ans, ça rechange. Et puis après, en fait, je pense que c'est devenu excitant pour lui, dans le sens, voilà, je perds des joueurs, mais je vais quand même y arriver, vous le savez, je sais que vous le savez, et je vais vous le montrer. Donc c'est un mec, voilà, il sort Fabinho, il sort Bernardo Silva, il fait de Lemar ce qu'il est, Bakayoko, Kondogbia, Martial, Mbappé, voilà, Glick, Jemerson, je dis pas qu'il y a des mecs qui doivent leur carrière, mais il était au bon endroit au bon moment, les joueurs aussi, et tout le monde a tiré profit de tout ça, quoi. Et ce qui fait que il y a eu plein d'échecs aussi, plein de joueurs que ça n'a pas marché, mais il a eu la chance de jamais assister avec des joueurs, voilà, c'est un mec qui te donne ta chance, si tu la saisis pas, bah après t'es au placard pendant 3 mois, quoi. Swallow Meite, c'est ça, Ronny Lopez, il a mis 2 ans avant d'y arriver. Bakayoko, il a mis 2 ans. Bosquilla, Jorge, voilà, voilà, Boschia, il s'est pété le genou. C'est peut-être différent, mais toi, Jorge, il l'a quand même installé, ça marche pas, bah, tu le revois plus. Almami Touré, il n'a pas su prendre sa chance, tu le revois plus. C'est un management compliqué, dans le sens où faut être solide mentalement, parce que, par exemple, avec comme Tillmans, s'il est arrivé, je crois que pendant 6 mois, ils se sont quasiment pas parlé. Donc tu vois, mais Jardim, c'est sa manière de t'endurcir. Il va te dire, en gros, il te dit, bah voilà, ici c'est Monaco, montre-moi que tu es capable de prendre une place, je vais te tester un peu comme ça. Sauf que voilà, Tillmans, il est père de famille, il a de l'expérience, donc il dégoupille pas. Mais un mec qui arrive de je sais pas d'où, qui a pas de famille, qui est jeune, qui est un peu immature, qui pense que ça va être la star, bah c'est compliqué, quoi. C'est voilà. Et puis c'est un contexte particulier, Monaco. Donc c'est sa méthode, en fait, je pense qu'elle a été parfaite pour Monaco sur un temps donné. Et moi, je reste persuadé qu'il aurait dû partir après le titre, parce que tu fais titre, demi-finale de Ligue des Champions. Allez, il pouvait pas mieux faire. Ça va être compliqué de faire mieux. Fais comme Zidane au Real. Ça fait 3 ans, c'est bien. Et hop, par autre chose, t'es au top. Là, l'année dernière, il fait une saison miraculeuse, parce qu'il fait 80 points avec, je sais pas comment il fait d'ailleurs, un parcours en Ligue des Champions qui est catastrophique. Et cet été, je reste persuadé qu'il savait qu'il n'allait pas terminer la saison. C'est pas tant la qualité de l'effectif, parce que l'effectif, il est quand même bon. T'as eu 125 millions d'euros d'investis, t'as des super joueurs, mais 5 ans dans un club, c'est très 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 long. Aujourd'hui, en Ligue 1, à part Stéphane Moulin, je crois que t'as personne qui est là depuis autant de temps. En Ligue des Champions, tu dois avoir peut-être Diego Simeone ou ce genre de... c'est vraiment très rare, quoi. Et t'as une routine qui s'installe, c'est comme dans un couple, quoi. Quand tu fais tout le temps les mêmes entraînements, tout le temps le même discours, tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes vannes, enfin, normalement, toi déjà, tu te fatigues, tu t'épuises, t'as plus de force, d'énergie, et puis ton groupe, il est moins réceptif. Un mec comme Subasic, comme Radji, comme Jemerson, ça fait 3 ans, 4 ans, ils font les mêmes choses. D'un moment, le discours, il passe plus, il n'y a plus d'influx nerveux, il n'y a plus de motivation. C'est obligé que ça pète. Et là, ça pète. Voilà. Il n'avait plus du tout de discours qui avait de l'emprise sur son groupe, et ça se voyait. Je vais laisser la parole à mes collègues. Si vous avez des questions, Patrice, Romain, c'est le moment.
Après toi, Patrice. Ouais, j'avais juste une question, parce qu'on sait que l'année dernière, il avait eu un peu des choix sur le recrutement par rapport à Maïté, Diakabi ou Ghezal, qu'il aurait plus ou moins poussé à avoir. Je voulais savoir si cette année, il avait eu aussi un rôle sur le recrutement sur certains joueurs qui ont signé ou pas. Et si on a eu A des priori, échos non, là-dessus. c'est pour ça qu'ils ont pris Emenalo, qui est quand même une pointure dans le directing sportif en Europe. Là, peut-être qu'ils l'ont un peu trop laissé faire parce que vraiment le projet très jeune, c'est ce qu'il fait le mieux, c'est ce qu'il aime le plus. Emenalo, bon là, ça s'est peut-être un peu trop vu. Après, il y a toujours eu cette rumeur comme quoi Ghezal, il avait été bon avec Lyon contre Monaco, donc Jardim l'avait choisi. Diakabi, pareil. A priori, il n'a jamais eu de demande dans le mercato, il n'a jamais mis son grain de sel dedans. Lui, il discutait avec Vadim de profils dont l'équipe avait besoin. Et après, que ce soit Antonio Cordon ou Campos avant, ou Makelele, ou aussi le jeu des agents, Mendes, tout ça. Et après, Vadim, ils avaient des listes et puis ils choisissaient quoi. Mais c'est pas vraiment lui qui arrivait, il disait moi je veux Rachid Ghezal, je veux Bosquilia, je veux Wallace. Lui, il était plutôt vraiment je pense qu'on a besoin d'un latéral gauche qui est capable de jouer dans un milieu, qui peut rentrer. Lui, il était plutôt comme ça, donc il donnait les orientations et après tout le reste, il s'en occupait plus. Donc je suis pas sûr qu'il ait eu. C'est aussi ça le projet Monégasque, c'est en gros le coach. Tu fais venir un coach qui n'a pas son mot à dire sur le mercato, tant sur les arrivées que sur les départs. Donc déjà, tu te coupes forcément des grands coachs. Soit tu prends des coachs comme Jardim qui sont un peu méconnus, mais qui sont en devenir, ou soit tu prends des néophytes comme Thierry Henry, qui est un super nom, mais tu peux pas avoir des exigences énormes en termes de mercato, puisque c'est sa première expérience. Donc c'est aussi un tremplin ou un palier pour des coachs, le projet. Il faut des coachs dociles. Et c'est vrai que c'est dur de docile, je sais pas, intelligent peut-être. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de trouver sa place, je trouve, dans ce club où, c'est vrai, tu l'as dit, il faut être soumis pratiquement au directeur sportif, mais il y a au-dessus, il y a Vassiliev. Vassiliev a quand même un mot, je trouve, un regard terrible sur le recrutement. Là, je veux faire référence, par exemple, à Pelé. Pelé, c'est uniquement du Vassiliev, pour le coup. C'est Mendes avec Vassiliev, il n'y a pas... il n'y a pas autre chose. Tout le monde va te dire, c'est comme Lassine Traoré, c'est le service à un copain, quoi. Ouais. Il vient de Rio Ave. Rio Ave, c'est un club estampillé Mendes. Est-ce que ça renvoie d'ascenseur ou je sais pas. Après c'est aussi, mais c'est pas propre à Monaco, ça. Ça c'est vraiment propre à plein d'autres clubs. Il y a plein de services. Quand tu vois que Carrasco, il part de l'Atlético Madrid pour aller dans un club obscur promu en Chine, qui a le même actionnaire comme par hasard que le club de l'Atlético, les arrangements. Ça malheureusement c'est du business. Ils s'arrangent tous comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que Vadim, c'est un excellent négociateur pour vendre et acheter. Et je pense qu'il s'est pris au jeu. Bon, il y a 6 ans, 7 ans, je pense que le foot, il comprenait pas trop. C'était pas son truc. Et donc là, il est dedans depuis 6-7 ans. Et très bien. Il roule un peu des mécaniques, quoi. Après, quand tu vends Mbappé 180 millions, Kondogbia 45, Lemar 72, Martial 80, Bernardo Silva, tu l'as payé des cacahuètes, tu le vends 50, Fabinho, personne ne sait combien tu l'as payé, tu le revends 50. C'est devenu aussi ta marque de fabrique, un savoir-faire, donc c'est normal que ça te monte à la tête, que tu es devenu quelqu'un d'important en Europe. Donc je pense que Vadim, il aime aussi ça, gérer le mercato avec son directeur sportif, parce qu'il s'est délégué, il est intelligent, mais il ne faut pas oublier que le taulier, c'est le mec qui fait l'échec. Donc Vadim, il a beau dire tout ce qu'il veut, si Ribot il n'a pas envie de signer, il signe pas. Tu peux lui présenter des joueurs, on m'a dit lui il est pas mal, mais l'autre il dit non, je le sens pas. Par exemple, cet été ils auraient pu faire William Carvalho, mais eux, ils ont été avertis par exemple, Rui Patricio qui avait signé à Wolverhampton de la part du Sporting, c'était le même cas d'espèce. Il avait résilié son contrat, il était libre, et en fait il y a eu des recours devant, je crois, le TAS ou je sais plus quoi, et il y avait possibilité que Wolverhampton soit interdit de recrutement, que tu payes une amende, etc. Et ça, en fait, à Monaco, ils l'ont pas senti. Ils se sont dit,
William Carvalho, c'est un super profil, on le suit depuis 3 ans, il est gratuit, etc. Mais Oui, c'est trop gros. si derrière on prend une interdiction, si on prend une interdiction de recrutement comme l'Atlético Madrid avec les mineurs ou autre, ça peut mettre en péril notre projet pour ce profil qui va pas forcément en plus révolutionner l'équipe. Donc ils se sont dit on va pas le faire. Et donc c'est du trading de joueurs, mais il y a quand même aussi ils pèsent beaucoup. Parfois on a l'impression, mais voilà, Barreca, comment ils ont fait pour aller chercher Barreca qui était remplaçant au Torino en se disant il va être titulaire à Monaco. Bah voilà, des fois tu peux pas tout le temps réussir sur le mercato parce que sinon c'est trop facile. Romain, peut-être une question à poser à Mathieu. J'en avais 2. La première, c'était, on a beaucoup parlé un petit peu des relations au Jardim et tous les directeurs sportifs qu'il a croisés. Ouais. Donc est-ce qu'il y a du vrai, du faux, un peu des deux. Et la deuxième question qui est un peu plus personnelle, c'est est-ce une légende urbaine ou pas, ce fameux coup de pression de Jardim pour jouer à 2 attaquants à l'intersaison avant la superbe année qui mène au titre? Alors pour les directeurs sportifs, il y a quelque chose qui est propre à Leonardo Jardim, c'est la plupart des coachs portugais, c'est dans leur mentalité, dans la manière dont aussi ils travaillent au Portugal avec les médias et tout, le portugais est parano. D'accord. Ils sont super parano. Donc, dès qu'il y a un mec qui arrive et qui va sur leur prérequis, en l'occurrence le terrain, lui, il a l'impression que c'est pour lui savonner la planche et lui prendre la place. Donc, Luis Campos, à un moment donné, il y avait un peu Campos a démarré sur le banc. Donc, voilà, Claude Makélélé, Claude Makélélé, je vous raconte même pas, le mec, il a un diplôme d'entraîneur, il n'a jamais été directeur sportif. C'était un proche de la cellule de communication qui, à l'époque, était en guerre avec Campos. Donc, il y avait des clans. Donc, il s'est tout de suite vu. En plus, il l'a appris dans la presse un peu. Donc, il lui a pas dit bonjour pendant 3 jours. Enfin, lui, il est persuadé qu'à chaque fois que tu mets un directeur sportif, c'est parce que s'il se fait virer, en gros, il va prendre sa place. Donc, lui, il entretient sa parano. Donc, Cordon, comme il n'était pas du tout dans ce topic-là, ça s'est bien passé, mais il était peut-être trop absent. Et Menalo, c'est un autre truc. Donc, il a vraiment c'est ce côté, il a peur que quelqu'un lui pique sa place. Donc, je pense que ça a dû jouer dans les relations un peu froides qu'il a eues avec tous les directeurs sportifs sur le plus ou moyen terme. Après, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont partis? Je ne sais pas. Cordon, il a eu une offre mirobolante qu'il n'a pas pu refuser. Luis Campos, c'était parce que c'était un caractère très compliqué à gérer au quotidien avec plein de gens à Monaco. Makélélé, ça faisait pas l'affaire. Et puis, en gros, Vadim, il a signifié la fin de la récré, il a dit à Campos Makélélé, vous partez tous les deux parce que c'est pas possible d'avoir des 2 mecs qui se font la guerre pour rien. Et je me souviens du titre honorifique de Campos qui était conseiller spécial du vice-président de Vassiliev. Il lui avait retrouvé un poste. Enfin, il y avait eu tout un micmac avec Campos justement là-dessus. Il avait occupé un poste assez obscur sur la fin. Il avait fait une démission, il avait voulu Je crois démissionner. en fait, c'est aussi ça la force de Monaco. Mais de tout temps, c'est que tu n'as jamais d'esclandre. C'est qu'à chaque fois qu'un mec part, il peut se faire virer. Ça sera présenté comme une séparation à l'amiable. Je me retire. Après, c'est l'histoire de gros sous, tu négocies. Hein. Là, en gros, Jardim, il s'est fait virer, mais c'est présenté de telle sorte que on se sépare comme ça parce que mon discours passait plus, donc je préfère vous dire que j'arrête. Vas-y, on te file un petit chécos en dessous, c'est normal, c'est le droit du travail. On te met peut-être une petite rallonge pour que tu gardes le silence, et puis voilà, puis comme ça, tout le monde est content. Mais après, ça, c'est une gestion d'entreprise qui, je trouve, est plutôt saine, parce que au moins, tu t'étales pas dans les journaux, et puis c'est pas trop, en plus, légion à Monaco de cracher sur le club. C'est quand même assez rare qu'un joueur parte, ou un joueur... je veux dire, des joueurs qui peuvent cracher sur Jardim, il y en a plein. Je pense que des mecs comme Mbappé, comme Bakayoko, comme Lemar, ils n'ont pas d'atome extrêmement crochu avec Jardim, mais ils n'iront jamais cracher dessus parce que c'est dans le cas de Monégas, ça se passe pas comme ça. Et je trouve ça bien que des mecs, ils sachent prendre du recul et ils disent, on est parti, c'est derrière nous, on passe à autre chose. Donc Monaco, c'est un peu comme ça et je trouve ça bien quelque part. Et l'autre question personnelle, c'était quoi déjà? Enfin, plus personnel, par rapport au coup de pression de Vadim pour jouer à 2 attaquants. Ah oui. Je sais pas si c'est un coup de pression de Vadim. Ce qui est sûr, c'est qu'un mec comme Falcao, il peut pas jouer seul en pointe.
Et quand tu récupères Falcao au début de la saison 2016-2017, il sort de deux prêts complètement dégueulasses en Angleterre. Il a perdu à la fois son mental, sa place en sélection, une énorme valeur marchande, ce qui est quand même un mec que tu as mis 60 millions d'euros, et tu n'as personne qui le veut. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu en fais? Le meilleur moyen, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions à la fois physiques, tactiques, mentales, psychologiques. Et Falcao, ce qu'il faut, c'est jouer à 2 pointes. Donc en fait, c'est un arrangement. Je sais pas vraiment de qui ça vient, mais ça arrange à la fois Jardim, ça arrange à la fois Vassiliev, ça arrange à la fois Falcao. Et puis Germain, il pouvait pas jouer seul en pointe non plus, donc ça arrange Germain aussi. Kylian, qui était jeune, il peut pas jouer seul en pointe, donc ça l'arrange aussi. Et Guido Carillo, il lui faut des caviars pour qu'il joue seul en pointe. Donc au final, c'était presque une décision tactique, vu le groupe que tu avais à cette époque-là. Jouer à 2 pointes, c'était le plus évident. Et tu te rends compte encore aujourd'hui que dès que Falcao est seul en pointe, voilà, il garde pas un ballon, il a du mal. En plus, il a 33 ans aujourd'hui, donc c'est un joueur qui, depuis sa blessure au genou, je pense, est incapable de jouer seul en pointe. Donc le seul moyen vraiment que tu as de le mettre dans les meilleures dispositions et qu'il brille, c'est de lui mettre un mec autour de lui, quoi. Ce qu'a fait Jardim et ce qu'il continue à faire dès qu'il peut, quoi. Ouais, dès que Jovetic peut être là, par exemple, ce qui arrive pas souvent. Même si au départ, il n'était pas fan de cette association. Dernière question, peut-être. C'est tout le temps Jardim, ça. Il est jamais fan de quelque chose et puis il le fait et ça marche bien. Et finalement, il dit je suis fan, quoi. Après voilà, il a raison, il teste, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, il passe à autre chose et puis il vous dira j'ai eu raison. Oui. Une dernière question, peut-être Patrice, avant de passer sur Henry. Oui, juste pour savoir, est-ce qu'il y a eu une fracture vraiment entre les joueurs et Jardim là ces derniers temps, ou c'est vraiment juste de la lassitude et que le message n'arrivait pas à passer, qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place ce qu'ils souhaitaient, ou est-ce que vraiment les joueurs souhaitaient vraiment que ça se termine et qu'ils ont fait en sorte que ça arrive? C'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a vraiment eu aucune fracture entre le groupe et l'entraîneur. Si certains joueurs avaient des griefs, c'était plutôt sur la direction. Dans le sens, en gros, tous les étés, vous vendez des mecs et vous nous demandez d'être sur le podium. À un moment donné, ça nous casse les couilles. Faut arrêter de croire qu'on remplace Bernardo Silva par Samuel Grandsir. Donc c'était plutôt ça leur ressenti un peu, c'est de la frustration, un peu de colère. Mais avec le coach, il n'y avait pas du tout de lassitude, non, parce que ils savent tous quand même que c'est grâce à lui qu'ils ont été en haut de l'affiche, que voilà, ils ont été en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, qu'ils ont été champions de France. Pour la plupart, ils sont devenus internationaux grâce à lui. C'est un coach qui les met en valeur, qui leur permet d'aller dans des très grands clubs. Donc, il n'y avait vraiment pas du tout de fracture. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est un groupe où il y a finalement très peu, il n'y a pas beaucoup de connards, il n'y a pas beaucoup d'immenses égos. Et donc, au final, ça se rentre pas beaucoup dans l'art. Et donc, quand ça va pas très bien, t'as pas beaucoup de mecs qui sont un peu là pour dire et toi tu ferais peut-être bouger ton cul, toi ferme ta gueule. C'est plutôt un groupe qui vit peut-être presque trop bien et ils sont trop gentils et ils avaient besoin d'un coup de pied au cul, d'un électrochoc. Et dans le football, quand ça marche pas, c'est plus simple de virer un coach que de virer 25 mecs. Donc le premier levier psychologique que t'as, c'est du change de coach. Donc pour ça tu redistribues les cartes, tu rechanges un peu de méthode et puis t'espères que il y a un choc psychologique qui va arriver, quoi. Donc c'est un schéma finalement tout bête, quoi, et qui est lié au très mauvais résultat, quoi. Parce que c'est une équipe qui avait plus du tout confiance en elle. Et du coup, tu l'as dit, le levier le plus simple, voilà, c'est de faire dégager le coach. Et du coup, son remplaçant n'est autre que Thierry Henry, donc un nom ronflant, bien évidemment, qui parle aux supporters monégasques, qu'ils soient jeunes ou anciens. On sait tous que Thierry Henry a démarré à Monaco. Petite question, comment tu as vécu justement? Je trouve qu'il y a une véritable surexposition médiatique, il y a une opération séduction. Je trouve que la communication en tout cas du club ne s'est jamais aussi bien portée ou a été facilitée en tout cas par cette arrivée. Comment toi de l'extérieur, même si tu es un petit peu à l'intérieur tout de même, comment tu as vécu ce changement et cette piste qui, je trouve, apporte beaucoup d'intérêt et
il y a vraiment les projecteurs maintenant sont placés sur Monaco. On a l'impression que la saison, elle démarre maintenant. Tu as plusieurs grilles de lecture. Tu as celle très égoïste qui te dit maintenant les opportunistes ils vont venir, les mecs qu'on n'a jamais vus depuis 5 ans ou qui venaient que quand ça marchait, alors que nous, les Monaco, les confs de Monaco-Angers, Monaco-Amiens ou machin, on était tout le temps là. Là maintenant, ça y est, ces Thierry Henry vont tous venir. Ça, c'est ton truc de te dire, c'est toujours plus facile. Après, c'est sûr que tu passes de Leonardo Jardim à Thierry Henry, niveau aura, charisme, poids médiatique, c'est le jour et la nuit. Après, voilà, Thierry Henry a la chance d'être un immense joueur, le plus grand attaquant français de l'histoire, meilleur buteur des Bleus, un mec qui a beaucoup de bagou, qui est charismatique, qui est bel homme, qui est formé ici, qui parle français. Donc ça a toute la belle histoire, voilà. Donc c'est sûr que tu as envie d'y être, tu as envie de voir. Et puis j'ai envie de dire, tu n'as même pas à forcer ta communication parce que c'est Henry lui-même qui te fait ta com. Jardim, pour le vendre, c'est plus compliqué. Jardim, il arrive en France, personne ne sait qui c'est. Au début, on se fout de la gueule de son accent, on se fout de sa gueule. Voilà, on le sous-titre au quotidien. Voilà, il met un taquet sur le foot français. Voilà, c'est facile, donc ça marche bien. Henry, t'as pas besoin de le présenter, tout le monde sait qui c'est. Voilà, tu fais ça au yacht club parce que ça en jette, ça claque. Le mec, il a 40 ans, il est en costard, il en jette. Il fait sa phrase avec le traducteur un peu trop longue et puis voilà, ça fait un gif sur Internet, ça passe partout. Finalement, t'es sur des rails, là. Donc, t'oublies presque que tu es 18e, que dans 2 jours, tu vas jouer à Strasbourg, t'as qu'un seul défenseur central, que t'as 0 points en Ligue des Champions, et que il va reprendre une équipe qui n'a pas gagné un match depuis le 11 août. Mais, t'as envie de te dire, ça va marcher parce que c'est Thierry Henry, alors qu'il a jamais coaché de toute sa vie. Mais c'est aussi voilà, tu vas dire, regarde, Zidane, c'était pareil, Guardiola, c'était pareil, Laurent Blanc à Bordeaux, c'était pareil, ça marche. Pourquoi lui, ça marcherait pas? Après, tu veux dire, parce que Platini, ça n'a pas marché, Maradona, ça n'a pas marché. Donc, après, voilà, il n'y a rien de rationnel, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que il connaît la Ligue 1, il connaît le club, il est voulu par les Russes, apprécié par le Palais. Donc, il arrive quand même avec des appuis. En terrain conquis. Voilà, il sait où il met les pieds. Il y a quand même des gens au club qu'il a connus quand il était joueur. Je pense à Barry Laro, il a dû connaître Pierre Jogado. Donc c'est un mec intelligent. Il s'est entouré d'un staff voilà, qui est à son image. Vadim, il a bien précisé qu'il ne fixait pas d'objectif. Mais bon, j'imagine que s'il termine 19e, il va se faire lourder. Mais bon, je pense qu'ils ont conscience que les dirigeants qui se sont trompés cet été, qu'ils se sont trompés à la fois dans le mercato et dans le message sportif qu'ils ont véhiculé au groupe, et que là, c'est pas redescendre tes ambitions, parce que aujourd'hui, quand tu es 18e après 9 ou 10 journées, que tu as 0 points en Ligue des Champions dans un groupe plutôt compliqué, tu peux pas trop avoir d'ambition. C'est en gros, on va redresser la barre, on verra où on sera en janvier. Mais est-ce que ça rajoute de la pression justement? Est-ce que pour toi c'est risqué? Ouais, est-ce que c'est risqué de confier justement les rênes à un néophyte du club dans cette situation actuelle? Est-ce qu'il y a de la pression ou au contraire il est dénué de toute pression, puisqu'on ne va pas attendre grand-chose de cette saison? Enfin, après, tu me diras, on a fait que peu de matchs, donc il y a encore moyen de se rattraper. Mais est-ce que pour toi ça va être une saison un peu d'apprentissage pour Henry, ou la pression est déjà là et elle se ressent? Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas lui demander, tu vois, s'il perd à Strasbourg, c'est pas grave. S'il gagne, c'est vachement bien, mais s'il perd à Strasbourg, même s'il en prend 4, c'est pas grave, parce que c'est son premier match, il découvre. C'est un homme je pense qu'il faut lui donner du temps. C'est pas que c'est de la pression, parce que tu le sauras que au final quand il partira. Je veux dire, est-ce que c'est une pression de filer le banc du Real Madrid à Zinedine Zidane en plein mois de janvier? Voilà. Après, des fois, voilà, quand tu es dans une entreprise, parce que ça reste une entreprise, faut avoir des couilles un peu, quoi. Donc là, ils ont les couilles à la fois de virer le coach qui leur a tout gagné, parce que les 2 jours où ils virent Jardim, t'as la France entière, des gens qui s'intéressent pas à Monaco, qui traitent en gros les dirigeants d'ingrats. Mais bon, les mecs, je veux dire, ingrats, ils font un choix, parce que moi qui suis payé pour suivre le club tout le temps, moi je trouve ça extrêmement logique
que Jardim il fasse les frais du très mauvais début de saison. Ils ont fait 12 matchs, il n'en a gagné qu'un seul. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce qu'il a été génial pendant 4 ans qu'il a un totem jusqu'à la fin, quoi. À un moment donné, ton boulot de dirigeant, ta responsabilité, c'est de prendre des décisions quand tu sens que ça va plus. Là, ça allait plus, fallait prendre une décision. Et là, ils font 2 décisions qui sont un peu couillues. C'est tu vires Jardim, le mec qui t'a tout donné, et tu donnes les clés à la fois à un mec qui est un ancien très grand joueur, et en plus un ancien très grand joueur de chez toi, et qui a jamais coaché. Bon, moi je dis bravo, les mecs ont eu des couilles de le faire. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça ramène une médiatisation positive, un peu comme en 2017. Voilà, là, tout le monde a envie de voir un peu ce que Monaco donnait, alors que ça faisait un an en gros que, Monaco, ça s'était diffusé le samedi à 20h avec les 100 dents parce que ça intéressait plus personne. Donc là, tu te dis, samedi, on va regarder Strasbourg-Monaco parce que c'est le début de Thierry Henry. Donc c'est quand même assez... je trouve que c'est excitant. Maintenant, il faut que tu aies des résultats sur le moyen terme parce que des changements de coach qui n'ont pas d'effet, ça s'est déjà vu aussi, et ça se peut que ça n'ait pas d'effet. Donc faudra voir. Moi, ce qui est bien, c'est que personne ne peut savoir puisque c'est une nouveauté pour tout le monde. Ouais, on est dans l'inconnu. Moi, j'ai une petite question pour Mathieu. Est-ce que d'après toi, les dirigeants, ils ont fait le pas de remercier Jardim parce qu'il y avait l'opportunité Henry également, ou pas, ou pas trop? Non, parce que Henry, je pense qu'ils y ont pensé, d'après ce que j'ai réussi à comprendre, un peu aux alentours du match de Dortmund. Donc c'est assez frais. Et le match de Rennes les a convaincus que ça marcherait plus avec Jardim. Donc parce que si tu gagnes contre Rennes, tu gardes Jardim. Tu as une trêve derrière, tu as 15 jours, tu te retapes, le message repasse. Ce qu'ils ont vu, notamment la première mi-temps de Rennes, ils se sont dit il y a quelque chose de cassé. C'est vraiment le jouet est cassé, il y a plus d'emprise, ça marche plus. Donc il faut changer quelque chose. Donc donc ils décident que Jardim c'est fini, et puis comme ils ont vu Henry quelques jours avant, enfin ils ont lancé des hameçons quelques jours avant avec Henry, tu vois que ça mord un peu, tu te dis on va pousser, et puis l'avantage d'Henry, c'est que tu sais qu'à Monaco t'as pas besoin de lui présenter le truc qu'il connaît, il est dispo parce qu'en gros il est entraîneur adjoint de la Belgique, mais tu peux le sortir, c'est pas toi si tu voulais ramener je sais pas Mauricio Sarri, ou c'est plus compliqué dans un club en courte saison, là c'est plutôt quelqu'un qui est assez facilement disponible, donc c'était le moment parfait avec le mec parfait, et puis Rennes a précipité tout ça, quoi. Après ça va vite, hein. C'est comme en soirée, hein. S'il y a des atomes crochus avec une meuf, t'as pas besoin de la rappeler pendant 3 jours, hein. Ça se fait, hein. Donc là c'était le bon endroit, bon moment, ça s'est fait, tant mieux. Il y a eu d'autres noms? Ils ont sondé, après c'est toujours les mêmes, hein. Je sais qu'ils aiment beaucoup le profil de Marcelo Gallardo, mais pareil, il est prolongé à River Plate, c'est difficilement sortable. Il y a Claude Puel qui est assez apprécié par certains membres du Palais, club, mais pareil, par exemple, au Palais, il l'aime assez, mais bon, là, il est compliqué à certains Leicester. Je crois que le nom de Wenger a circulé, mais c'est plus compliqué ça demande plus de temps. C'est Wenger, tu ne fais pas venir comme un pompier de service. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de glisser le nom d'Antonio Conte, mais quand ça arrivait jusqu'à Emenalo, c'est vite reparti. Oui, puis c'est incompatible, je pense, avec le projet. Je crois que Montella a été évoqué en Italie. Je sais qu'ils ont reçu beaucoup de candidatures, mais c'est normal, hein, c'est un beau projet. Mais qu'eux, ils avaient vraiment une shortlist de 3 noms, et en haut de la liste, il y avait Thierry Henry. Donc ça s'est fait assez vite, quoi. Finalement, c'est quand même un luxe d'avoir son numéro 1, d'avoir le numéro 1 coché et que ce soit lui qui vienne. Voilà, il n'y aura pas d'excuses. Pour en revenir à Henry, son arrivée, j'ai lu un peu à droite à gauche, par-ci et là, que tout d'un coup, il voulait des garanties au mercato hivernal. Il a posé ses garanties. Niveau contrat, ça s'est passé très très rapidement. Il y a eu beaucoup moins de doutes qu'avec Bordeaux, par exemple. J'ai lu finalement qu'il attendait des renforts avec une tranche d'âge ciblée, du coup, des joueurs avec certaines références.
Puis d'un côté, je lis que finalement, il a vraiment envie de s'appuyer sur ce groupe. Il le connaît par cœur. Il suit Monaco. On sait que c'est un mec débordant de professionnalisme. C'est un passionné. Les gars, il l'appelait France Foot. On se souvient, c'est Patrick Vieira qui disait ça dans vos colonnes, je crois. Est-ce que, où on se place par rapport à ça? J'ai cru comprendre qu'il voulait vraiment garder le groupe, qu'il avait confiance en ses joueurs. C'est juste les joueurs qui, eux, sont en panne totale, en manque cruel de confiance. Ouais. Bah déjà, tu as un groupe qui est, sur le papier, qui est vraiment de très bonne qualité. Tu as quand même des joueurs exceptionnels. Tu as Golovin, Tillmans, Falcao malgré tout, Jovetic, Rony Lopez. Tu as quand même du matos extraordinaire. Après, bien avant Henry, tu as des manques criants. Tu n'as pas de latéral gauche, parce que en gros, c'est Heinrich qui joue, mais c'est un latéral droit. Tu as 5 latéraux droits sous contrat, c'est pas normal. Tu as Steve Dibé, Almami Touré, Heinrich, Pierre-Roland Gabriel et Jordi Gaspard qui est la réserve. Et à gauche, tu as Barreca qui a été remplacé sur Torino et Serrano qui est un jeune. Donc déjà, ça c'est déstabilisant. Il y a un gros souci de défenseurs centraux, puisque Glick et Gemerson, ils n'ont aucune pression, ils n'ont aucune concurrence, donc ils se reposent sur leur laurier. Et ça se voit cette saison, qu'ils sont à la fois fatigués et à la fois usés mentalement. Et il leur manque un 6. Donc ça, c'était les manques qui ont été observés durant l'été, début septembre, et qui veulent combler en priorité en janvier, et avec des joueurs plus expérimentés que ce qu'ils ont habituellement. Donc je pense qu'ils veulent prendre plutôt des mecs entre 25 et 30 ans, quoi. Ok. Patrice, tu avais peut-être une autre question Ouais, est-ce qu'on a déjà eu des échos de la part des joueurs de ce qu'ils ressentaient sur l'arrivée d'Henry, si du coup, le fait qu'il n'ait pas d'expérience, ça pouvait les gêner, ou au contraire, ils sont très impatients de pouvoir commencer avec lui parce que j'ai rien vu dans la presse sortir pour l'instant. Eux, ils sont contents. Tu sais, récemment, ça n'a rien à voir, mais tout le monde te dit en gros, c'est comme Zidane, quoi. Zidane, il n'avait aucune expérience, il n'avait jamais coaché un club pro, il commence le Real Madrid, il gagne 3 Ligues des Champions. En fait, voilà, si t'es fait pour le boulot, t'es fait pour le boulot, quoi. Donc eux, ils sont super contents. Mais je pense que ça aurait été n'importe qui, ils auraient été contents, les joueurs, parce qu'ils avaient besoin d'entendre quelque chose d'autre, de faire quelque chose d'autre, peut-être, je sais pas, jouer dans votre schéma, de chacun de... C'était devenu tellement prévisible qu'ils faisaient plus d'efforts. Là, t'as tout qui change, et en plus, c'est un immense nom qui arrive. Il y en a qui étaient fans de lui quand ils étaient plus jeunes, donc un mec comme Tillmans, qu'il a côtoyé avec l'équipe de Belgique, il sait ce que ça va lui apporter. Chavli, pareil, donc il se frotte les mains. Quand même des joueurs, c'est quand même des joueurs qui sont contents, même Falcao, qui a tout connu, type, il va être coaché par Henry, c'est quand même... Henry, il te dit un truc, tu l'écoutes, quoi. Le mec, il a gagné Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions... 51 buts en équipe de France, c'est un mec qui te parle, ça te parle forcément. Donc eux, ils sont contents, mais parce que là, c'est nouveau. La nouveauté, c'est tout le temps bien. On verra dans 2 mois s'il n'y a pas de résultat. De toute façon, c'est le terrain qui sera le verdict, quoi. Si ça se passe bien, ils seront tous contents. De toute façon, c'est un monde de salopards, le football. Hein. Si ça se passe bien, c'est génial. Si ça se passe pas bien, le coach est une merde. Si je joue pas, c'est parce que le coach est une merde. C'est quand même un monde hyper égoïste, donc pour l'instant tout va bien, parce que c'est le début, ça a commencé, voilà. On verra déjà à Strasbourg les premières propositions d'équipe, les premiers déçus. Là déjà, ce qui est bien, c'est qu'à Strasbourg, il va être obligé d'innover, puisqu'il a qu'un seul défenseur central valide. Donc qui c'est qui va jouer en défenseur central? Il va déjà bricoler, à l'instar de Jardim. Voilà, c'est l'héritage de Jardim il va innover avec une défense à 1. Almami Touré, incoming. Ouais, oui, hein. Ça, il y a de fortes chances, ouais. Est-ce que Oui, vas-y, Romain. Non, vas-y, je t'en prie. Même si on peut pas réellement l'anticiper, est-ce que tu imagines un style Henry? Comment tu le verrais jouer plutôt? Enfin, voilà, on sait que t'en as qui vont bétonner, d'autres qui vont jouer la possession, le contre. Tu le verrais comment? Il a parlé de ses mentors, des personnes qui l'avaient influencé, etc. Comment tu le verrais, si tu devais te projeter un petit peu? Déjà, quand tu arrives à ta présentation et tu dis que tu as été influencé par le FC Nantes de Sodo, l'Arsenal de Wenger et Guardiola,
déjà tu mets la barre haute, quoi. Tu peux, en gros, tu vas pas attendre derrière et jouer le compte à défense à 5. Donc a priori, c'est un mec quand même qui a envie de jouer. Tu classique, voilà, un peu comme Vira qui essaye de faire un Nice, voilà, repartir de derrière, jouer au sol, dédoublement, utilisation des latéraux, la largeur, tu vois, les mecs qui dézonent. Je pense qu'il va être plus dans l'optique de jouer au football que de bétonner. Mais encore une fois, là, il arrive dans un club qui est en crise sportive, qui a besoin de se rassurer. Donc, je veux dire, si tu ramènes un 0-0 de Strasbourg avec le bus, parce que t'as pas de défenseur central, et ben, personne va te casser les couilles. Là, je sais pas s'il va avoir le temps. Il arrive en période de trêve internationale, il est arrivé lundi, il va récupérer tout son groupe petit à petit. Qu'est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Donc là, je pense qu'il va aller au plus pressé, il va surtout assurer le minimum. Après, il a un déplacement en Ligue des Champions la semaine prochaine. Et petit à petit, ça va se mettre en place. Très chargé. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Franchement, Voilà, il est entré en matière. Ils reçoivent le PSG dans 3 semaines, quelque chose comme ça. Tu auras les 2 matchs de Bruges entre les deux. Évidemment. Tu vas à Strasbourg. Enfin, voilà, l'avantage, c'est qu'il va avoir beaucoup de matchs très vite. Donc, il va tester des mecs, il va tester des choses. Et puis voilà. Et après, ce qui va être étonnant de voir, c'est dans son coaching. Est-ce qu'il y a des statuts qui vont sauter? Voilà, par exemple, la hiérarchie au niveau des gardiens de but. Est-ce qu'il va garder le même capitaine? Est-ce qu'il va jouer avec un 6? Est-ce qu'il va jouer avec 2-8? Est-ce qu'il va jouer avec un 10? Donc tout ça, ça va être à voir voilà, d'ici Noël, en fait. Ok. Et justement, cette conférence de presse, là, on a parlé de ses principes, ses mentors, il a parlé de Sodo, du jeu à la nantaise. Qu'est-ce que tu ressors d'autre, finalement, de cette conf de presse de Thierry Henry? Bah, il a du flow, quoi. Il arrive, il en impose, quoi. Même en Philippe Plein. Ça passe. Ça, c'est. Moi, je serais ridicule en Philippe Plein, mais bon, lui, tu peux lui mettre. Je pense qu'il serait venu en Marseille claquette, il aurait la classe, quoi. C'est quand même un bel homme, quoi. C'est le prince de Bel-Air. C'est beau, voilà, tu vois, il sait comment ça marche la presse. Il a cette côté un peu culture américaine, voilà. Il y a 60 mecs devant moi, bon bah tranquille, qu'est-ce que tu veux, je parle anglais, après je parle français. Il est assez fluide, donc il a pas l'air. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas facilement impressionnable. Quand tu as fait cette carrière-là, bon bah 60 pecnos avec une caméra qui sont devant toi, ça te fait rire, quoi. Donc je pense qu'il est là-dessus. En plus, il sait exactement où il est, donc voilà, il n'aura pas trop de pression. Voilà, et puis il n'a pas à se vendre, tout le monde sait qui c'est. Donc là, il arrive avec énormément d'a priori positifs. Tout le monde a envie de le voir à l'œuvre, donc il faut qu'il surfe dessus. Et puis voilà, je pense qu'il a aussi quelque chose à régler avec la France, dans le sens où ça a souvent été quelqu'un d'un peu rejeté, on le disait arrogant, gros ego, gros melon, exact, un peu pédant. Ça en déplaît, ouais. Je pense que tu t'assagis avec le temps. Il est quand même, je pense qu'il a 3 enfants, il a plus de 40 ans, il n'a plus rien à prouver aux gens, donc peut-être qu'il a envie de se racheter une image ou de se dire, bah ouais, j'ai envie que ça soit aussi comme un peu de plaisir. Et même si je conçois parfaitement que ça va être très chiant de composer avec la presse, c'est aussi par ça que tu t'adresses aux gens. Donc ça peut devenir un jeu, et après il y a rien de plus bête qu'un journaliste, hein. T'es gentil avec un journaliste, et ben il va être gentil avec toi, et puis il véhiculera une belle image. C'est un truc humain quelque part. Donc s'il rend ses points presse intéressants, vivants, comme peut le faire un Guardiola, comme peut le faire à l'extrême un Bielsa, ça peut vite attirer la lumière sur lui. Puis c'est un tremplin pour lui aussi. Il joue gros quand même, hein, parce que si tu veux être entraîneur et qu'à ton premier poste tu te vautres complètement, c'est compliqué. Justement, si tu devais te mouiller sur Henry, moi je pense que ça va marcher. Ok. Il a trop. Il sent trop bien le football pour que ça marche pas. Et tu disais, un journaliste c'est con, il suffit d'être gentil et l'entraîneur est gentil. Ça marche pareil avec les joueurs aussi? L'entraîneur avec le joueur ou le journaliste avec Non, le journaliste avec le joueur. De toute façon, tout est une question d'intérêt. Si le joueur il comprend l'intérêt de te parler,
ça va plus vite. Après c'est comme tout, c'est une question de confiance. Tu peux échanger plein de fois avec un mec juste pour prendre la température et ne rien écrire. Ce qu'il faut, c'est voilà, tu parles avec des joueurs pour essayer de comprendre ce que tu vois, ce qui se passe. C'est parce que toi aussi t'apprends. Après, si dès que tu parles à un mec, tu retranscris tout et que tu le mets dedans, il ne parlera plus. Donc, tu fais la part des choses justement tout, entre le off voilà, et ce que tu mets par exemple entre les coulisses et ce que tu mets vraiment aux yeux des lecteurs tout simplement de Nice Matin ou des suiveurs de l'AS Monaco. Justement, il faut prendre en considération. Ah bah oui, et puis ce qui compte surtout, c'est le long terme en fait, c'est pas l'instantané. Faut essayer, moi ce que j'aime bien, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Pas forcément pour l'écrire, mais pour que je sois moins largué ou que je sois à jour, que je comprenne vraiment pourquoi il y a cette décision, pourquoi ça joue comme ça, pourquoi ça se passe pas bien, pourquoi il fait ça, parce que c'est quand même un groupe humain avant tout. T'as 25 bonhommes qui sont ensemble, faut vivre ensemble. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pourquoi? Et moi je trouve ça fascinant de savoir des fois pourquoi ça marche pas et des fois pourquoi ça marche alors que c'est les mêmes mecs. Et ça t'est déjà arrivé justement d'avoir une info brûlante et ça te démange de la mettre et tu te dis ouais, est-ce que je la mets pas? T'as déjà été, je pense, dans cette situation? Bah oui, comme beaucoup de confrères, des fois t'apprends des trucs et tu sais que si tu le mets, tu peux mettre le mec dans la merde et après tu réfléchis. Qu'est-ce que ça va apporter? Moi c'est simple, je suis payé pareil que tu sortes l'info ou pas. Je veux dire, je suis pas payé au scoop ou à l'info brûlante, l'info qui fait du clic. Ah bah c'est super, t'as fait 7000 vues. Bon, 2 jours après, on s'est rendu compte que c'était une connerie, mais on s'en fout, on a fait parler de nous, c'était vachement bien. Ouais. Après, c'est une question de notoriété, de principe. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut avec son boulot. Moi, j'ai la chance d'avoir un chef qui est absolument pas chiant avec ça, qui nous fait confiance et qui nous donne la place qu'on lui dit que ça mérite. Et voilà, on est assez libre, donc c'est assez serein de bosser sur ça. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, je pourrais pas bosser dans d'autres rédactions et je suis très bien où je suis. Et puis c'est un club aussi où t'as moins de pression comme tu peux l'avoir à Paris, Marseille ou voire Lyon, où c'est quand même assez sain autour. C'est tranquille, parfois trop, mais c'est une autre manière de travailler. Et je trouve que c'est à la fois très compliqué de travailler sur ce club et à la fois très facile, quoi. Ok, bon ça marche. Tout merci en tout cas pour toutes tes lumières et surtout pour ta disponibilité. Rien. Franchement, c'était très enrichissant. Merci tout simplement de ta présence. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on sera amené d'ici la fin de la saison à se refaire une petite intervention ensemble. Encore une fois, pas de problème. Encore une fois, merci Mathieu. Et puis bonne saison aux côtés de Thierry Henry du coup. Merci, salut. Tu vas te faire plaisir sur les interviews là. Ciao. Il est parti. Bon voilà, je pense que on a quand même pu avoir. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir Mathieu. On sait très bien que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui suit de très près le club. Nous, on est bien gentils avec notre passion, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est très enrichissant et franchement, merci à lui une nouvelle fois. Merci à vous, messieurs, également d'avoir été là. J'ai une petite question à vous deux. Une petite question pour vous deux. De la même manière que pour Mathieu. Si vous devez vous mouiller un petit peu. Si vous... Allez. Moi aussi, je pense que ça peut marcher. Non, ça peut marcher, c'est évident. Ça peut pas marcher aussi. Mais voilà. Oh. Ouais, écoute, je dis pas sur le long terme parce que je sais pas s'il restera ou quoi que ce soit, mais je pense que pour cette saison, de cas, ça marchera et qu'il arrivera à redresser. Il a tout pour, l'effectif, il est là, on a quand même de bons joueurs, pas pour être 18e de Ligue 1. Je dis pas qu'on va aller accrocher le podium non plus, mais on sera en haut du tableau et on fera finalement une bonne saison, quoi. Mais rien qu'à voir son discours sur l'interview d'aujourd'hui, quoi, c'est. Ah oui, ça fait du bien. Ça change, ouais. C'est à des années-lumière de ce qu'on avait vu ces derniers temps avec Jardim, c'est sûr. Il y a une simple question et il part pendant 5 minutes à parler, à t'expliquer sa vision du foot, du jeu. Voilà. C'est le moment opportun aussi. C'est une conf de presse. Il se présente officiellement devant tout le monde. C'est sa première prise de poste. Et on est dans une opération séduction aussi, très clairement. Il connaît bien le jeu. Je pense que c'est tout à fait normal. On est un peu charmé. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Faut rappeler quand même que de lancer des coachs, Monaco, c'est pas la première fois. On se souvient de Deschamps. Ça a eu un petit peu de mal à démarrer, puis on a vu le résultat. Après, il y a Bordeaux aussi qui a fait ça avec Blanc, puis Willy Sagnol. Bon, c'était moins une réussite. Mais même si Sagnol avait entraîné les A, les Bleuets, pardon. Voilà, là, on confie vraiment les rênes à quelqu'un qui n'a été qu'adjoint finalement. Il a passé ses diplômes au Pays de Galles. Voilà, moi, j'attends de voir. Voilà, on est tous impatients. On a envie de voir la première compo. On a envie de voir comment ça va jouer. C'est pas tout de suite qu'on va pouvoir se forger un avis quelconque sur le style Henry, mais ouais, on peut qu'espérer de façon que ce choc psychologique il marche, parce qu'on a un mec quand même qui a un aura, et comme l'a très bien expliqué Mathieu, ouais, c'est pour ça je pense qu'il y a des motifs de satisfaction et de la confiance de Patrice et de Mathieu. Mais toi, Romain, tu le sens bien? Ouais, moi oui. Enfin, je pense, comme l'a dit Pat et Mathieu, il pue le foot, enfin, voilà, globalement. Et puis il y a l'effectif. Bon, et ben voilà, le foot reprend ses droits ce week-end. Chers auditeurs, on se retrouve nous, forcément, pour le prochain match à Strasbourg. C'est un match du coup sur beIN, samedi, lors du multiplex à 20h. On vous communiquera le canal adéquat. Ce sera l'occasion aussi pour nous de se retrouver autour d'un débrief post-trêve internationale. Encore une fois, Patrice, Romain, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on se retrouve très très prochainement. Bisous. Salut les gars, ciao. Et les pouces bleus. Et les pouces bleus forcément. Et Daguemolegu. Et bisous.